Eh bien, je vais inviter mes collaborateurs qui voient leur nom s'afficher à me rejoindre. Ce sera plus simple. On va prendre place sur l'estrade, que je puisse les présenter et que vous les voyez. Donc là, je change de casquette par rapport à ce matin. Je suis toujours Sarah Cohen-Boulaka. Je suis cette fois vraiment directrice adjointe de l'Institut Dataïa. Et c'est avec cette... je vous en prie. Alors, c'est un plaisir pour moi et un honneur pour nous tous d'avoir un panel de ce type représenté aujourd'hui. Donc, vous avez vu, j'ai pris un risque, pas d'académique en dehors de deux, c'est-à-dire moi-même et Frédéric Pascal, évidemment. Donc là, on a un panel un peu plus divers que ce qu'on a pu voir dans les différentes éléments de cette journée. Donc, je vais vous les présenter brièvement et ensuite, je vais leur donner la main un à un. Alors, je vais vous présenter d'abord, du coup, dans l'ordre dans lequel ils sont assis, Marc de Falco, qui est inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche et qui a co-porté un certain nombre de missions relatives à l'IA et à la pédagogie, et qui reprendra la parole dans un instant. Olivier Bitton, qui est directeur de la transformation technologique de Crédit Agricole et qui est aussi directeur général de CAGIP. Et Renaud Vedel, c'est pas correct ce qui est écrit dessus, et c'était ça, c'est ce qu'il faisait dans sa première jeunesse. On aurait pu écrire aussi que vous étiez préfet, mais ça non plus ce n'est plus le cas. C'est dommage que j'ai pas mon slide quand même, mais donc vous êtes, redis-moi, conseiller d'État, hein, c'est ça. Et puis Frédéric, que je connais le moins, qui est directeur de l'Institut Dataïa et vice-président IA de l'Université Paris-Saclay. Donc je vais en fait poser à chacun de nos intervenants d'abord une question commune, à savoir finalement pour vous, qu'est-ce que ça veut dire IA et souveraineté dans votre contexte à vous, comment est-ce que vous positionnez ces aspects-là. Et je vais démarrer par Olivier Bitton, avec d'abord une toute petite question, parce que c'est probablement vous qu'on connaît le moins aujourd'hui. Donc Olivier Bitton, concrètement, combien de personnes ça représente l'informatique dans votre structure ? Ça fait 25 000 personnes au niveau 25 000 mondial. personnes. Et en termes de budget, juste pour nous faire briller nos yeux, ou pleurer? Je ne sais pas si ça fait briller ou pleurer, mais 6 milliards à peu près. 6 milliards annuels. Oui. Voilà. Très bien. Eh bien donc, alors pour vous, les problématiques d'IA, de souveraineté, de cloud, européen, privé, public, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, en ce moment, on fait beaucoup d'interventions sur ces sujets-là, et ça commence toujours par cette dernière question, c'est quoi la souveraineté ? Alors, en particulier dans l'IA, mais je vais d'abord m'écarter de l'IA parce qu'il y a une problématique générale qui est comment on la définit. Pour moi, la souveraineté, c'est le fait de l'État, et donc je suis un peu l'intrus de la table ronde, mais quelque part, pour vous dire que quand on a des parts de marché aussi importantes, on est concerné par la souveraineté de l'État au sens technologique, parce qu'en cas de défaillance, finalement, c'est des systèmes financiers complets qui s'écrouleraient, et donc des vrais risques. Donc le terme de souveraineté, il a beau être pour moi, pour l'État, on s'y sent impliqué. Néanmoins, moi, je lui préfère le terme d'autonomie stratégique, parce que ça pose la bonne question. Quand on est en technologie, on a vu la belle présentation avant, en fait, on parle souvent de souveraineté, mais on finit toujours par une dépendance. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est où est-elle ? Mais la dépendance minimale, c'est toujours celle des infrastructures. À un moment donné, on finit par une dépendance aujourd'hui en Europe, parce que la construction des puces, parce que les terres rares, parce que, etc. On connaît tous ce sujet-là. Voilà, donc en fait, on chemine tous dans ces questions-là. On a beaucoup évoqué la souveraineté sous l'angle de la maîtrise logicielle, et donc ça rejoint ce qui était présenté. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même un sujet de bataille d'infrastructure aussi qu'il faut vraiment pas perdre de vue. L'endroit où ça tourne et le contrôle qu'on en a définit finalement le niveau d'autonomie stratégique ou de souveraineté. Et donc, dans ce chemin, moi, quand j'ai récupéré mes fonctions actuelles, la stratégie de cloud, donc de savoir ce qu'on accepte de mettre sur nos propres infrastructures ou ce qu'on met dans les fameux Amazon Web Services, Azure, Google Cloud, etc., était uniquement sur la protection de la donnée, en disant qu'évidemment, il était interdit de mettre une donnée sensible, confidentielle, dans un cloud public sans la chiffrer avec une clé que nous sommes les seuls à maîtriser, bien sûr. Et on fait évoluer cette doctrine. Là, moi, je souhaite vraiment qu'on prenne la question de la criticité du traitement, c'est-à-dire qu'un traitement qui est critique, pour nous, pour l'entreprise, pour d'autres, pour l'État, peu importe, on doit choisir où on le met en termes d'infrastructure en fonction de sa criticité, parce que c'est cette dépendance qui fait notre capacité à continuer à opérer, et in fine, la souveraineté, c'est pouvoir continuer à opérer.
Voilà. Et dans le cas particulier de l'IA, j'y ajouterais juste une dimension particulière, c'est qu'une fois qu'on a cette maîtrise des infrastructures, la présentation précédente était excellente parce qu'elle montrait toute la capacité qu'on a sur la technologie en France. Reste à maîtriser les domaines d'entraînement, reste à maîtriser finalement les solutions d'IA qu'on va déployer sur nos infrastructures. Et là aussi, on doit graduer le contrôle. On n'est pas là pour réentraîner des modèles LLM chacun dans son coin, sinon ça va être une gabegie écologique. Et dernier point, j'entends beaucoup se désoler en disant on n'aura jamais la souveraineté parce qu'on n'aura jamais la capacité de calcul. Et ça, je pense que c'est particulièrement faux. Sur l'IA, il faut se contraindre en ressources pour trouver des solutions performantes et pas tomber dans la gabegie actuelle. Merci beaucoup. Je vais passer à vous, Marc de Falco. Donc, du côté de la vision enseignement à l'IGSR, quel est votre point de vue sur cette thématique souveraineté et IA? Alors, tout d'abord, effectivement, sur ce point de vue de l'IGSR sur cette souveraineté, on peut l'envisager sous différents plans. Il y a un objet en soi qui est l'éducation, qui appelle naturellement à réfléchir à cette question de données et de souveraineté par rapport aux élèves, aux usagers, par rapport aux enseignants. En termes d'échelle, effectivement, en tant qu'employeur, c'est quelque chose qui pas forcément qui appelle effectivement à prendre ces questions en pleine mesure. La souveraineté du point de vue spécifique de notre métier, elle s'exprime aussi et elle est garante d'une forme d'indépendance naturelle. Il va de soi qu'effectivement, le fait d'avoir des missions de contrôle qui passent avec des données qui sont sensibles passe par le fait qu'elles soient stockées de manière souveraine, qu'on puisse travailler avec. La criticité est très très forte. Pour autant, effectivement, il y a eu un écosystème avec lequel on va interagir et il y a un certain pragmatisme qu'on a avec l'interaction qu'on a. On ne peut pas, en interministériel ou quand on va travailler effectivement avec un ensemble d'administration, j'entends effectivement la question de clés de chiffrement spécifiques ou ce genre de choses qui est une technicité qui, pour l'instant, dépasse les capacités qu'on peut avoir à l'échelle qu'on a. Donc il y a une certaine forme de pragmatisme qui se développe, mais malgré tout, un objectif clair de souveraineté, de volonté d'aller vers une indépendance en termes déjà de notre service d'inspection générale vis-à-vis de cette question de données, de pouvoir garantir l'indépendance de cette gestion de données, le fait effectivement même une séparation au-delà de cette question de souveraineté qui est importante. L'inspection générale, par exemple, ne pourrait pas avoir ces données qui soient hébergées par une université, même à titre gracieux ou rémunéré. Mais au-delà de ça, effectivement, vu que notre objet va naturellement porter sur les universités ou sur les administrations, la manière dont on va avoir des données qui sont stockées nous demande effectivement d'y répondre. Après, plus globalement, pour l'éducation, pour l'enseignement scolaire, cette question effectivement de la place des données, du rôle qu'elles ont, de cette souveraineté, il y a en creux la question de l'utilisation qui peut en être faite et le fait de pouvoir garantir effectivement une protection, notamment vis-à-vis des données des élèves, de la manière dont leurs données vont être utilisées, est un enjeu très très fort pour la pérennité de notre système, de pouvoir maîtriser cette question des données. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être je vais rester dans l'enseignement et je vais te donner, si tu veux le mien, dans l'enseignement supérieur avec Frédéric Pascal, donc votre point de vue, VPIA. Alors, le point de vue, je partage assez la définition souveraineté. Il y a une notion de dépendance. Je pense qu'il y a une notion de contrôle aussi. Donc, alors évidemment, parler de l'enseignement supérieur, donc on a eu la chance de faire une mission intelligence artificielle et enseignement supérieur qui n'était pas dédiée entièrement à la souveraineté, mais en tout cas où il y a eu des propositions, disons des recommandations par rapport à ça. Donc ce que je peux dire, c'est plutôt quelle approche nous souhaitons dans cet écosystème de Paris-Saclay et peut-être revenir à la définition, ou en tout cas la limite des définitions. Olivier en a parlé, effectivement, la souveraineté complète jusqu'aux infrastructures, à la création de GPU, par exemple, ça va être difficile. Qui plus est, en termes de budget, c'est plutôt 0 que 6 milliards en annuel à l'université pour gérer la souveraineté. Donc, c'est un peu plus compliqué. Par contre, les questions qu'il y a, c'est les données, et notamment les données des étudiants. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et
en parallèle de ça, par rapport à l'intelligence artificielle, il y a une utilisation permanente de l'IA. Et on pourrait se dire naturellement une utilisation de l'IA avec les outils fournis par l'université. Oui, sauf qu'il n'y a pas d'outils fournis par l'université. Donc pour nous, la souveraineté serait de pouvoir, évidemment, les données ne sortent pas, mais de pouvoir installer les modèles. Donc ça a été présenté juste avant ce qu'était un modèle, de faire tourner ces modèles qui ne sont pas complètement souverains, puisque ça part de données d'apprentissage, mais de les faire tourner sur des serveurs au mieux de l'université, au pire, ce qui est un moins pire, de serveurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Parce qu'il y a des serveurs mis à disposition de toutes les universités, et je pense que tout le monde le sait ici. Mais voilà ce qu'on entend par souveraineté, c'est-à-dire les données restent ici, on souhaite installer des modèles et donc pas le bot habituel, les données partent, quel que soit l'opérateur privé, elles partent, les données restent ici, et donc juste c'est le modèle qui est utilisé. Mais voilà, c'est une souveraineté pragmatique, comme a dit Marc. Merci beaucoup. Et donc, last but not least, Renaud Vedel, je voudrais votre avis aussi sur peut-être un peu le côté politique public avec votre rôle un peu plus large. La souveraineté, c'est le fait de pouvoir vivre avec les règles que l'on se donne dans un espace qui est l'espace politique. Donc nous, c'est une démocratie républicaine et européenne, un espace de souveraineté partagé au niveau européen. Donc c'est de faire appliquer les lois que l'on veut. Donc si on prend les lois sur les données, c'est le fait de respecter la vie privée ou le secret des affaires et d'éviter ou de minimiser les risques d'espionnage ou d'immixtion dans la vie privée. Donc ça signifie d'abord d'avoir des infrastructures, ça a été dit, solides. Donc il y a une régulation étatique des cœurs de réseau téléphonique. Ça n'a l'air de rien, c'est une technologie qui n'est pas ancienne, mais qui est un peu moins sous les radars publics, médiatiques. C'est aussi évidemment dans les transformations du numérique et de l'informatique avec la généralisation ou quasi-génération du cloud, c'est de faire en sorte que les acteurs européens, donc les acteurs de la souveraineté et les acteurs de la société, c'est-à-dire les entreprises et les organismes à but non lucratif, puissent aussi protéger leurs données en ayant recours au service du cloud. Donc c'est pour ça que l'État a développé une politique de labellisation qui s'appelle SecNum Cloud. C'est le fait d'avoir une offre qui est garantie par l'État, l'ANSSI, comme permettant d'avoir un certain niveau de sécurité. Je ne parlerai pas de sécurité absolue. Alors l'État le fait d'ailleurs d'abord avec des acteurs locaux. On est un des rares pays européens à avoir avoir une petite industrie du cloud qui n'est pas très puissante sur le plan international, mais qui est quand même significative. Il y a au moins 3 acteurs. Donc sans favoritisme, c'est de les soutenir avec un environnement, on va dire, réglementaire adapté. On a également, et l'État, je crois, assume le fait de ne pas faire d'ostracisme vis-à-vis des acteurs américains, à condition que pour ces données sensibles, ils acceptent de se mettre en partenariat avec des acteurs souverains. Alors ça coûte un peu plus cher, mais 2 d'entre eux l'ont accepté. Le leader du marché, évidemment, n'y a pas intérêt, donc il ne l'a pas accepté. On verra s'il a eu tort ou raison dans quelques années, mais en tout cas, c'est parti. Deuxièmement, une autre dimension aussi, c'est que les acteurs de la souveraineté, qui sont les grands acteurs étatiques, soient capables de suivre le rythme des technologies. Ça, c'est également quelque chose de difficile. Donc l'État a dû faire des choix, il n'a pas les poches extrêmement larges, et il devra encore les resserrer. Et donc, il a fait le choix de rationaliser un petit peu son organisation informatique autour de 3 principales offres qu'on a dans la doctrine cloud au centre. On va dire qu'il y a 3 puissances informatiques ministérielles que sont le ministère des Armées, le ministère des Finances et le ministère de l'Intérieur. Et tous les autres ministères peuvent recourir à ces services mutualisés. Évidemment, ils ont aussi leurs infrastructures, mais en tout cas, dans l'offre de cloud, c'était d'éviter de trop disperser les investissements. Et pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas. Mais l'État peut également recourir à des acteurs privés. Donc, il y a les trois poches. Je dirais, voilà, à grands traits. Et enfin, sur les données et sur les règles, c'est aussi de s'adapter. Alors, parfois, je peux être critique. D'ailleurs, s'il ne faut pas me chercher très longtemps pour que je sois parfois un peu critique. Est-ce que ces règles sont suffisamment adaptées, suffisamment évolutives? On en parlera peut-être tout à l'heure. Le RGPD a maintenant plus de 10 ans et il a été conçu avant l'arrivée et l'irruption de l'IA en tant qu'usage massif. Et l'AI Act a été une tentative peut-être parfois un peu bâclée, un peu rapide. Et d'ailleurs, il n'est pas encore en vigueur, qu'on essaye déjà de l'assouplir. Voilà. Merci beaucoup.
Alors, on va passer à une nouvelle série de questions et je vais à nouveau commencer par Olivier Bitton. Je vais provoquer. Concrètement, aujourd'hui, quand on regarde un peu les médias ou autres, on a l'impression que finalement la bataille est déjà perdue. On est en train de faire une table ronde sur la souveraineté, mais bon, moi, de ce que j'entends, étant sur les données de santé ou autres, on en a entendu parler hier aussi. Finalement, il y a beaucoup d'acteurs privés et on a l'impression que l'Europe est complètement à la traîne. Est-ce que vous pouvez réagir sur ce plan-là ? Alors, dire que c'est une bataille facile serait mentir. Par contre, je crois qu'enfin on se réveille. Et par rapport à ce que résumait très bien M. Vedel à l'instant, en fait, la question des acteurs, je vais commencer toujours par infrastructure après logiciel. Sur les infrastructures, c'est un métier qui est de plus en plus cher à opérer pour des raisons de cybersécurité, de protection, d'évolution de la technologie, les fameux GPU qui changent tous les 6 mois maintenant en termes de capacité, qui est d'ailleurs un beau gâchis écologique. Et donc, finalement, on a des opérateurs américains, le fameux qui ne veut pas céder en France. La taille, c'est 100 milliards. Donc on se dit, c'est comment on peut se battre face à des monstres pareils. Et l'acteur français le plus gros de ceux que c'est M. Vedel, c'est 1. Sauf qu'on oublie un élément, et je suis bien placé pour le savoir avec ma casquette de directeur de la filiale d'opération, d'infrastructure. On a les plus gros clouds privés du monde en Europe, en fait. Et ça n'est pas encore, on les a pas encore abandonnés, et il ne faut pas qu'on les abandonne. Et donc finalement, quand on cumule tous les clouds privés, celui dont je suis directeur général, c'est 1,5 milliard. Lidl, ça peut paraître anecdotique, en Allemagne, ils sont en train d'annoncer un investissement de 11 milliards. 11 milliards sur le cloud privé. Et donc tout ça pour dire, je ne vais pas tous les lister, mais si vous cumulez tout ça, vous avez une taille d'infrastructure en Europe qui est tout à fait capable de faire la compétition avec l'autre acteur. La différence, c'est qu'elle est éclatée. Donc moi, j'ai la conviction personnelle, ça n'engage que moi, que dans l'avenir, ça se consolidera. Et je fais partie de ceux qui militent pour qu'on consolide ce marché de manière proactive entre acteurs pour garder cette autonomie stratégique et cette souveraineté européenne. Parce que si on perd les infrastructures, on pourra se faire plaisir à avoir des logiciels français. Si on les fait tourner sur des infrastructures, le pire de toutes les dépenses, c'est le SaaS, hein, c'est les fameux Microsoft 365, Snowflake, etc. Ça, si du jour au lendemain, un acteur décide de vous couper le service, c'est fini. Voilà. Il y a pas, c'est très différent d'une dépendance d'infrastructure qu'on aurait chez nous. Maintenant, oui. Peut-être un petit temps de pause sur qu'est-ce qu'on appelle le SaaS dont on entend tous parler. Je pense que la moitié de la salle sait ce que c'est, mais peut-être pas l'autre moitié. Bon, pardon, je n'ai pas défini le terme. En fait, vous avez aujourd'hui la technique habituelle et l'explication qu'on a eu tout à l'heure, c'est qu'on développe nous-mêmes des logiciels qu'on déploie sur des infrastructures qu'on maîtrise. Et là, la dépendance, elle est sur les couches matérielles les plus basses. Donc, si j'ai un problème géopolitique grave, par exemple, je peux continuer à opérer le temps que mes infrastructures fonctionnent et que j'ai mes licences. Donc, j'ai le temps de voir venir. Quand je suis en SaaS, ça veut dire que j'ai donné mes traitements, mes données à un tiers qui fait tout pour moi. Donc c'est très confortable, mais c'est très dépendant. Et finalement, c'est ça aujourd'hui qui a fait exploser la dépense. Les entreprises, je ne mets même pas l'État, européennes, dépensent plus de 250 milliards par an en technologie cloud et SaaS américaine. Et ça, c'est un bilan avant l'explosion de l'IA. Donc en fait, vous imaginez, quand on se dit on a des problèmes de financement, on n'en a pas. On a largement les moyens, quand on s'y met tous, de financer le développement de la technologie européenne. Et je m'arrêterai pour ne pas être trop long sur les infrastructures, c'est bien, mais il faut des choses à mettre dessus. Et là, moi, la raison pour laquelle je suis là aussi, c'est parce que je crois que l'autonomie européenne se fera par le développement de sociétés européennes. Il faut qu'on y flèche collectivement. Donc on a parlé de l'État, mais il ne faut pas que public et privé, que le privé attende que le public bouge. Ça a toujours été le prétexte pour aussi flécher ses dépenses sur des sociétés européennes. Et si on fait ça, ces fameux 250, 260 milliards, on en redirige tout ce qu'on peut sur les sociétés européennes quand elles se créent. Et j'en arrive à mon sujet, c'est la recherche et l'innovation. En fait, il ne faut pas essayer de recréer des choses qui existent déjà face à des monstres tels que Nvidia, les champions du stockage, etc., que ce soit en Chine ou en Asie. Il faut qu'on vienne inventer des choses nouvelles et qu'à chaque nouvelle rupture d'innovation, on utilise toute la capacité qu'on a de recherche et d'ingénierie en France et en Europe pour créer des acteurs qui vont pouvoir disrupter ce marché. Donc oui, il y aura toujours des dépendances. Oui, à 10 ans, je ne crois pas une seconde qu'on aura supprimé les dépendances, mais petit à petit, on peut les atténuer et surtout développer des écosystèmes qui ont les mêmes valeurs que nous. Et ça rejoint finalement le sujet de régulation. On en parle sous l'angle de la contrainte, mais c'est aussi un sujet d'alignement de valeurs. Mais ça ne sera possible que si les entreprises qu'on utilise sont finalement sur le même jeu de valeurs et donc le même environnement
européen. Merci. Alors, je vais me tourner vers vous, Frédéric Pascal, parce que dans l'enseignement supérieur, ça fait des mois et des mois qu'on entend Mistral. Donc, ça le chante comme on va travailler avec eux, oui, mais non, mais si. Et on a la question tous les matins. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de là où on en est ? Alors, je vais reprendre, c'est-à-dire c'est une bataille pas facile, mais pas perdue. Où on en est de Mistral, alors les annonces ont été publiques. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avant même qu'il devienne et de l'espace, c'est-à-dire tout au plus quelques mois, a annoncé avoir acheté 1000 licences par l'AMU. Donc, le fait de pouvoir contractualiser et mutualiser. Donc, on en est là. C'est pas beaucoup. Par contre, c'est pas du tout uniquement ce qui existe. Ça, c'est de l'achat par le ministère. Plusieurs établissements d'enseignement supérieur ont acheté des licences et donc peuvent offrir ça à leurs utilisateurs. Par contre, ça soulève la question de la souveraineté. C'est-à-dire, acheter des licences, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire autoriser tout le monde à avoir une version payante, donc plus performante, plus souveraine, ça se discute, mais en tout cas plus performante pour les usagers. Donc ça peut être les étudiants, les chercheurs, enseignants-chercheurs ou le personnel administratif et technique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Mistral, ça n'est pas souverain. Pas le modèle. Le modèle, il est très bon, c'est un modèle très performant. Il faut favoriser cette entreprise. C'est une entreprise française qui est très forte, mais quand on parle de ces modèles, en fait, il y a le côté de chatbot. Donc, nous, on interagit en langage naturel. C'était vraiment l'objet de la présentation. Puis, il y a le modèle. Le modèle en tant que tel, si on peut récupérer le modèle, le mettre sur nos serveurs, faire tourner, faire la couche de chatbot, bon, ça coûte rien, quoi. C'est un stage étudiant L3, quoi, à peu près. Par contre, ce qui est très cher, c'est de faire le modèle. Aujourd'hui, quand on prend une licence, en fait, les données, elles ne restent pas ni en France ni en Europe. C'est comme ça. Ça ne sera pas le cas dans 2 ans, puisque Mistral investit aussi pour avoir des serveurs, d'ailleurs certains non loin d'ici, mais pour le moment, ça tourne sur des serveurs qui sont AWS, dans le meilleur des cas, localisés en Europe, mais c'est AWS. Et enfin, toute la partie inférence n'est pas faite directement par Mistral, c'est sous-traité, une boîte américaine. Donc, vous voyez, il y a vraiment... Mistral, c'est super, le modèle est très bon. Par contre, si on regarde le tout, c'est-à-dire le bot, où vont les données, quels sont les serveurs derrière, ben, ce n'est pas encore souverain, ça devrait l'être bientôt. Donc, peut-être la question qu'il y a derrière, c'est comment on fait pour déployer à une échelle assez grande les modèles de Mistral et d'autres, un modèle ouvert, bien sûr, mais de façon souveraine. Ça, c'est peut-être le premier point. Et c'est comment travailler avec Mistral pour que Mistral puisse devenir souverain. Donc, il y a déjà des partenariats qui se font au niveau des licences, mais il y a également des partenariats qui se font, comme je viens de le dire, au niveau des modèles. C'est-à-dire, on installe les modèles et on peut payer cette fois au token, et donc là, on reste sur du souverain. Et tant qu'on y est, un petit mot sur ILAS peut-être, dont on a aussi entendu parler pas mal. Donc là, c'est toujours dans le même raisonnement, c'est-à-dire de travailler sur ces serveurs, sauf que ILAS, c'est une fédération. C'est comme, j'aime bien cette expression, mais un réseau Internet de cartes GPU. C'est-à-dire que c'est des établissements qui auraient des cartes GPU supplémentaires, pas complètement utilisées, et qui les partagent, qui les mettent en réseau pour les partager. Donc d'un point de vue technique, il faut faire la mise en réseau, que ça se passe bien. Et l'idée, c'est de créer comme ça, au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, voire d'autres ministères, d'avoir un réseau de GPU étalé sur plein d'établissements. Et sur ce réseau-là, de pouvoir installer des modèles qui vont tourner donc à l'inférence sur les GPU qui sont disponibles. Et ça répond aussi à une partie, puisque vous avez entendu, les versions des GPU changent tout le temps. La plupart sont balancés à la poubelle, pas exactement, mais quand même, c'est un gros gâchis. En fait, déjà, à l'instant T, l'utilisation, elle est jamais à 100%. Et spécialement, il y a de la recherche qui tourne en continu, mais la formation, en fait, on a des pics de demande.
Et la nuit, a priori, il y a assez peu de formations. Donc, l'idée, c'est de pouvoir justement créer un réseau. Donc, aujourd'hui, pour le moment, c'est une fédération avec des universités, des écoles partenaires qui mettent à disposition soit du GPU qui est en plus, soit du soft, c'est-à-dire, par exemple, typiquement, comment on fait pour dispatcher sur les GPU, savoir quel modèle on utilise, etc. Donc ça fait partie des initiatives qui, j'ai envie de dire, à part la partie infra, mais qui rentrent dans l'aspect vraiment souveraineté, c'est-à-dire que les données n'ont pas besoin de sortir. Super. On va repasser à Renaud Vedel, justement sur ce règlement européen. Donc là, on entend c'est souverain, c'est pas souverain. Finalement, quels sont les cadrages qu'on a aujourd'hui d'un point de vue un peu plus juridique sur le point de vue français et européen ? Donc l'Union européenne a voulu réglementer très tôt l'IA en considérant qu'elle avait parfois tardé à réglementer d'autres phénomènes numériques comme le cloud et l'apparition des grandes plateformes. Et donc après, il fallait beaucoup ramer pour pouvoir reprendre main. Mais ça a été fait, je crois, avec deux textes assez intéressants, le règlement sur les services numériques et le règlement sur les marchés numériques. L'un règle d'abord les questions de concurrence abusive, d'abus de pouvoir de marché, parce que les grandes entreprises dont on peut parfois parler sont extrêmement innovantes, mais là où elles pêchent, c'est par leur abus de position dominante fiscale, leur optimisation, etc. Donc ça, il faut le contenir, et surtout, il faut recréer de la contestabilité. Donc par exemple, lorsqu'on impose dans le règlement sur les marchés numériques le fait d'obliger ou d'accepter la migration et de la rendre techniquement possible, ça recrée du marché, ça donne un espace aux acteurs de marché souverains, pour qu'ils puissent reprendre des parts de marché, mais par contre, on ne leur donne pas comme ça des lots de commandes publiques. C'est au meilleur, il y a quand même une compétition économique. Et pour l'instant, ce marché, il est risqué, mais il est très compétitif. Sur l'IA, on a voulu aller assez vite. Le problème, c'est que l'IA est un phénomène extrêmement complexe, il y a plusieurs vagues. Le règlement a été conçu à un moment où on parlait essentiellement d'IA supervisée. Puis là-dessus sont apparus les grands modèles de langage à l'échelle, donc qui fonctionnent un petit peu différemment, avec des masses de données encore différentes. Et puis après sont apparus le fait de les associer à d'autres bases de données plus stables et plus maintenues. Donc et puis après ils sont venus en raisonnement. Donc la réglementation a du mal à suivre. Et puis aussi il y a le fait que parfois il y a des veaux d'or, il y a des vaches sacrées. Donc le RGPD est un peu devenu ce symbole d'une certaine puissance. Mais il ne faut pas faire attention qu'elle ne le confine pas à l'arrogance. Parce que quand l'IA est arrivée, je trouve qu'on n'a pas suffisamment réfléchi et suffisamment rapidement à ce que c'était un encadrement de l'accès ou du traitement de données pour faire de l'entraînement et pour faire de l'inférence. Alors évidemment, y compris moi-même, au départ, je pensais que pour l'entraînement, il n'y avait pas de risque de réidentification. On sait que c'est faux, il y a de la mémorisation, mais ce n'est pas forcément tous les modèles, les risques ne sont pas forcément les mêmes. Et donc, il faut arriver un petit peu, je dirais, à faire du sur-mesure et de la haute couture. C'est ce que semble avoir annoncé récemment la présidente de la Commission en indiquant pour la première fois que dans certains cas, des données pseudonymisées pourraient peut-être obéir à des règles un peu plus souples, voire carrément sortir de l'empire du RGPD. Ça dépend du niveau, j'imagine, de pseudonymisation, de la sécurité, du type de données, du type d'usage, de finalité. Donc voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut des règlements vivants. Et alors, dans l'aspect critique, par exemple, il n'est pas normal que le régulateur, qui est le Comité européen de la protection des données, ait attendu 2024 pour faire la première recommandation sur l'IA, alors que tout le monde faisait des livres blancs, des conférences et des journées, y compris à Saclay, depuis 2015-2016. Ça, c'est pas un rythme que j'appelle agile. Voilà. Mais donc l'Europe progresse, mais hélas, il faut quand même être lucide. Pour l'instant, elle est encore dans la voie du décrochage technologique. Elle s'est fait doubler et très largement par la Chine. Elle perd des parts de marché et tous les indicateurs montrent que l'adoption de ces technologies d'IA est plus lente en Europe et dans tous les secteurs, administration, grandes entreprises et petites entreprises. Et ça, c'est quand même inquiétant. Et je terminerai par là parce que pour moi, la souveraineté, c'est pas uniquement d'être souverain sur la pile pure informatique. C'est que si les autres services ne se transforment pas, ils vont devenir moins compétitifs. Et donc, il ne faut pas toujours opposer ou pas toujours faire de la souveraineté en informatique ou dans les structures informatiques ou dans les services informatiques un prérequis, parce que sinon, vous perdez du temps sur tous les autres marchés. Donc, il faut mener tout ça de front et c'est encore plus compliqué. Par exemple, sur les plateformes de données de santé, est-ce qu'il vaut mieux développer des outils numériques digitaux en santé, ou est-ce qu'il faut mieux d'abord assurer la souveraineté des données? C'est pas si évident que ça. C'est des vrais arbitrages. Alors, avant qu'on passe sur la problématique des cas d'usage, est-ce que vous voulez réagir sur ces derniers propos ?
Moi, je veux bien parce que là, on est en plein dans le quotidien de nos débats du moment. C'est-à-dire, je rejoins totalement. C'est-à-dire qu'un pays qui dit je suis super souverain, mais surtout totalement décroché de ce qui se passe autour, ne l'est pas parce qu'il est plus performant et donc plus capable d'avoir une économie qui tient et donc mort, en gros. Donc je suis d'accord. En revanche, il y a un vrai besoin pour moi d'ancrage. Les informaticiens du monde entier, de France, d'Europe, n'ont historiquement aucune sensibilité à la souveraineté, consomment ce qui est facile, et ce qui est facile n'est pas toujours ce qui est bon. Donc en fait, je suis à la fois d'accord avec ce besoin de performance et d'innovation. Simplement, il faut avoir confiance que pour avoir une chance d'arriver au bon équilibre entre souveraineté et innovation, et il y aura toujours des dépendances, j'étais le premier à le dire, il faut mettre aujourd'hui une énorme pression pour ramener le curseur dans notre écosystème technologique. Et par ailleurs, si on reprend cette histoire des données de santé, j'ai quand même lu des trucs qui, pour moi, étaient totalement absurdes, je le dis comme je le pense, disant parce qu'en France, on n'est pas capable de stocker des infrastructures aussi énormes. On parlait de 3 pétas de données, j'ai vu l'appel d'offres. C'est-à-dire rien. Donc il faut... Vous voyez ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec ce que vous avez dit, sous réserve que ce soit challengé par des gens qui ont vraiment la capacité à le challenger. Et aujourd'hui, beaucoup d'informaticiens, à commencer par mes équipes, viennent toujours vous expliquer que ça n'est pas possible de faire en restant souverain et qu'il faut céder à la facilité, qui consiste en gros à se saborder à 10 ans, quoi. Merci. Alors, on va continuer avec vous, Marc de Falco. Donc, quelque part, comment est-ce que l'éducation s'est emparée de cette question de la souveraineté dans les usages de l'IA générative? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce point? Alors tout d'abord, l'éducation s'est emparée tout court de la question de l'usage de l'IA et c'est ça qui a conduit effectivement à s'emparer de cette question de souveraineté. Comme tous les domaines, effectivement, avec l'émergence très rapide de l'IA générative avec ChatGPT, ça a conduit d'une part des injonctions à s'en emparer pour ne pas rater cette transformation-là comme on a pu quelque part rater la transformation numérique. Et donc se dire qu'on prenait ça pleinement, donc effectivement encourager des usages, et avec des usages qui sont développés de manière un peu anarchique sur différentes solutions par les enseignants, par les élèves, beaucoup d'usages cachés, d'usages qu'effectivement on va annoncer. Alors ça, c'est effectivement plus on va monter dans les couches et plus effectivement on va nous cacher cet usage-là, mais en fait à tous les niveaux dans l'éducation, il y a un usage de l'IA qui est fait. Donc tout d'abord, il y a cette entrée par le fait que l'usage était là. Malgré tout, la question s'est posée de savoir comment est-ce qu'on pouvait l'encadrer, comment est-ce qu'on pouvait l'accompagner et comment on pouvait le faire. On aurait pu faire le choix de se dire qu'on allait avoir quelque chose de très restrictif et de se dire tout ce qui n'est pas de l'IA souveraine française ne peut pas exister dans l'éducation. Et donc, la question d'après, c'est d'accord, mais où est cette IA souveraine qu'on peut utiliser dans l'éducation? C'est un peu plus compliqué. Donc, revenez dans 10 ans et en attendant, vous ne faites rien. Donc ça, naturellement, c'est plus un discours qu'on peut porter. C'est un discours qui est risible, effectivement. C'est normal, c'est ça que ça appelle. Et donc, l'idée est vraiment d'avoir un discours pragmatique. Tout d'abord, se dire, d'un point de vue purement de l'usage numérique par les élèves, de leur construction de capacités cognitives, à quel moment est-ce qu'ils peuvent utiliser ou pas l'IA, à quel moment effectivement on se refuse à ce qu'ils utilisent l'IA. Donc ça, c'est vraiment un point de vue d'encadrement qui est important, qui est lié aussi à la question de la souveraineté. Mais même si on a le meilleur système d'IA souverain, est-ce qu'on va le mettre devant des élèves en CP? La réponse à laquelle on a répondu à cette question, et la réponse est non. Et effectivement, donc on a cadré, on a des jalons qui permettent de dire à quel moment on l'utilise. Il y a une réalité des outils actuels qui sont à disposition des enseignants qui fait qu'on ne peut pas l'ignorer et qu'il faut effectivement l'encadrer. Et donc le cadre d'usage de l'IA en éducation qui a été annoncé et publié au printemps dernier par l'ex-ministre et développé en partenariat avec la direction nationale la direction du numérique pour l'éducation et la direction générale de l'enseignement scolaire et l'inspection générale, et une large consultation de l'ensemble des acteurs, a conduit effectivement à un document, cadre d'usage de l'IA en éducation, qui définit comment est-ce qu'on peut l'utiliser dès maintenant, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Il dit explicitement ce qui relève d'un usage qui n'est pas décrit dans ce cadre-là n'est pas un usage qui est conforme dans l'éducation. Bien entendu, avec un certain pragmatisme, ça décrit des usages qu'on peut faire avec les outils actuels, notamment faire utiliser des plateformes par les élèves sans qu'ils aient besoin de créer de compte. Le faire de manière encadrée quand on est au collège et en autonomie uniquement à partir du lycée, quand on a
accompagner ça de formation pour qu'ils aient ce recul-là et qu'ils comprennent effectivement les enjeux et tout ce qui va se passer avec la gestion de leurs données. Donc une souveraineté d'abord qui passe par effectivement cette formation, un cadre, et à côté, se dire construisons l'avenir et comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des usages souverains à terme. Là, on a plusieurs pistes, notamment dans des choses qui sont mises en place. La DINUM, alors pas sans lien avec ce qu'a décrit Frédéric juste avant, la DINUM fait une expérimentation qui a été annoncée de déploiement d'une instance de Mistral sur des services en Secnum Cloud pour à peu près 10 000 utilisateurs, auxquels effectivement l'ensemble des ministères vont participer, et notamment l'Éducation nationale est un grand participant à cette expérimentation. Une expérimentation qui ne consiste pas juste à mettre en place un chatbot, mais à vraiment l'accompagner d'une étude, d'une évaluation de cas d'usage précis pour garantir que c'est un usage qui soit une vraie valeur ajoutée. C'est certain qu'on ne va pas avoir la puissance en souveraineté pour avoir la même chose qu'OpenAI ou que d'autres acteurs, mais en fait, ce n'est pas forcément le but, et de même que certaines études ont pu le montrer, et des entreprises peuvent revenir de ce tout IA, et donc se dire, on n'a pas la capacité de pouvoir fournir la meilleure IA possible, par contre on a la capacité de fournir une IA qui est souveraine et de l'accompagner d'une vraie évaluation, de vrais cas d'usage qui vont être utiles et qui vont avoir une valeur ajoutée. Donc on inscrit ça sur l'ensemble des agents, et en particulier sur l'éducation nationale. Plus spécifiquement sur l'éducation nationale, donc sur sa conférence de rentrée, l'ex-ministre Elisabeth Borne a annoncé la mise en place d'un appel d'offres P2I à geste enseignant pour permettre de développer des outils spécifiques pour accompagner les enseignants dans l'utilisation de l'IA. Là aussi, alors les enseignants, on pense aussi naturellement aux élèves. Un calcul rapide, et je finirai là-dessus, montre qu'il faut quand même être assez pragmatique et raisonnable dans notre capacité qu'on a à fournir des IA souveraines à l'ensemble des élèves, des étudiants et des personnels. Ça correspond à peu près à 10 millions de personnes, enfin 10 millions de licences, en excluant les élèves du primaire. À la date, lorsqu'on avait fait ce rapport sur l'IA enseignement supérieur, on avait pris quelques chiffres d'utilisateurs qui étaient publics d'OpenAI. Les abonnés à ChatGPT payants en avril 2025, c'était 20 millions. Donc on a un facteur juste 1,5 entre le nombre d'abonnés de la plus grosse valorisation sur l'IA actuelle et le marché que représente l'enseignement en France. Donc naturellement, on ne pourra pas fournir ça. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas le fournir que c'est une déception, c'est plutôt l'opportunité de pouvoir construire une vraie utilisation qui soit conforme à nos valeurs, à ce qu'on veut penser de l'éducation, de la préservation des capacités cognitives des élèves, à la préservation effectivement de la relation entre les enseignants et les élèves, et à préserver la qualité de l'apprentissage qu'on le souhaite. Merci. Et on va continuer avec Frédéric Pascal, parce que je sais que la formation à l'IA et à la souveraineté vous est particulièrement chère. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors la formation à la souveraineté, pas grand-chose, mais sur l'IA, non, en fait, juste de réagir, c'est-à-dire que je pense qu'on voit bien qu'il y a un peu un sujet, c'est-à-dire que juridiquement, ça va pas assez vite par rapport à la technologie, mais même nous, tout le monde utilise l'IA dans l'enseignement supérieur et la recherche, en tout cas c'était ce qui était ressorti du sondage. Et quand on demande pourquoi vous utilisez ce type d'IA, donc juste pour les chiffres, sur 33 000 répondants, et dont 20 000 étudiants en France, 92% utilisent ChatGPT. On peut le dire. Et pourquoi vous utilisez ça ? Parce que ça marche. Et la souveraineté dans tout ça, on s'en fout. Et en fait, on s'en fout parce que parmi les répondants, seulement 82% disent utiliser de l'IA générative. Alors, on a vu le talk d'avant, ChatGPT, l'IA générative, on sent que c'est corrélé, ces deux trucs-là. Donc, en fait, pour le moment, il y a eu un déferlement d'IA générative, donc c'est utilisé, mais comme l'a dit Marc, pourquoi c'est utilisé ? Comment ça marche ? Quels sont les cas d'usage ? Les étudiants utilisent les IA génératives, notamment les LLM, pour faire de la recherche d'informations, majoritairement. Bon, c'est pas le même impact écologique. Donc, avant de parler de souveraineté, je pense qu'il y a vraiment une question d'être formé, mais que tout le monde soit formé. C'est-à-dire que
comment on utilise correctement une IA générative, pourquoi on l'utilise comme ça, quelle est la différence entre demander qui est Napoléon Ier et mettre des données personnelles dans un modèle de fondation. C'est pas la même chose. Donc, je pense qu'une des bases pour pouvoir parler de souveraineté, parler de frugalité, c'est-à-dire utiliser des petits modèles, bah oui, les petits modèles peuvent être très bons, mais sur des tâches qui sont très précises. Quand on parle de tâches très précises, on va parler de cas d'usage. Bon, aujourd'hui, en fait, il y a une mise à disposition gratuite, mais en fait, rien n'est jamais gratuit. C'est-à-dire que ChatGPT, c'est gratuit. Oui, comme Google, c'est gratuit, quoi. C'est-à-dire que c'est gratuit, vous êtes le produit. Enfin, il me semble que c'est ça la phrase qui est entendue. Mais donc là, derrière, il y a une vraie question de comment on utilise ces IA génératives. Si on veut faire de la génération de contenu d'un cours, bon, est-ce qu'on a besoin d'utiliser la dernière version de Gemini qui coûte ultra cher? Non, on n'a pas besoin. Si on veut proposer un outil aux étudiants pour détecter de la détresse psychologique, est-ce qu'on a besoin de la dernière version de ChatGPT? Non, on n'a pas besoin. Bon, voilà. Et je pense qu'au cœur de tout ça, c'est la formation. Pareil pour l'aspect juridique. Le fait de prendre des décisions, il faut être éclairé. Et moi, je tiens à le dire, j'ai rencontré pas mal de gens parmi des personnes qui pouvaient décider sur ces sujets, ou en tout cas contribuer. Ils n'ont aucune formation. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas de quoi on parle quand on parle d'IA générative. Il n'y a pas très longtemps, quand ChatGPT est sorti, c'était inimaginable le nombre de personnes qui disaient « Ah, mais c'est un moteur de recherche, mais alors, il est sacrément rapide. Hein. » Non, mais c'est... Voilà, ça c'était 2022, donc c'est un vrai sujet. La différence entre IA générative et ChatGPT, l'impression de différence chez les étudiants, donc c'est une blague que je ressors beaucoup. Hein. Je l'ai sortie devant 150 députés, personne n'a rigolé, quoi. Là, il y a 2 personnes qui ont rigolé, je me suis dit ouf. Donc il y a quand même un vrai sujet. Avant de parler de souveraineté, les gens utilisent parce que ça marche, mais pour des tâches qui sont faciles. Et pour que la souveraineté, même la frugalité ait lieu, il faut qu'on sache pourquoi et comment on l'utilise. Donc c'est vrai que le développement de cas d'usage, le fait de faire des expérimentations, le fait d'avancer, de tâtonner, d'être assez pragmatique, de ne pas toujours mettre un cadre ultra rigide, c'est la direction, mais je maintiens que la base de tout, c'est la formation et que, je sais pas, quand on conduit une voiture, il y a un permis, bah, quand on utilise des choses qui impactent énormément la planète, qui peuvent balancer de la donnée aux États-Unis ou en Chine, bah, il faudrait avoir une autorisation à le faire. Donc, par exemple, passer un brevet, quoi, comme un permis. Il y a un brevet IA qui a été développé à Paris-Saclay. Voilà, sur cette formation, je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors peut-être une petite question pour rebondir pour Olivier Bitton. Finalement là, on a quand même beaucoup de personnes qui nous expliquent qu'ils prennent des licences, que du coup comme ils payent cher leurs licences et autres, ça couvre un certain nombre de recherches qu'ils veulent faire. Donc l'impact écologique, on l'a tous bien en tête, mais même économiquement, tout ça, ça continue à tourner, ça marche, ça va dans le chemin qu'il faut. Imaginons que demain on paye tous nos licences, ça va rouler ? Pour moi, c'est le fond du sujet, et c'est pour ça qu'on a une chance en travaillant sur ces sujets d'autonomie stratégique de savoir ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les investissements qui sont faits dans les acteurs de l'IA générative, les grands, hein, donc US pour ceux qui vendent chez nous et asiatiques, il faut attendre un peu, mais c'est en cours, pour la Chine en particulier. C'est pas juste quand c'est toi le produit, comme disait Frédéric, mais c'est aussi qu'à un moment, il va falloir payer, quelle que soit la modalité. Donc quand on entend des sociétés qui disent je ne recrute plus parce que maintenant je vais tout faire avec de l'IA générative, accessoirement il faudra qu'ils m'expliquent comment ils font les seniors de demain, puisque la logique veut je garde mes seniors qui utiliseront l'IA générative, mais les futurs seniors du coup je ne sais pas d'où ils sortiront. Ça pose énormément de questions sur le modèle social qu'on veut dessiner demain, qui se font sans savoir ce que ça coûte pour de vrai. Donc pour moi, c'est un vrai point d'attention, et quand on s'oblige, je dis pas qu'il faut faire que ça parce que ce serait contre-performant, mais quand on s'oblige à avoir des déploiements dans lesquels on maîtrise toute la chaîne, on se rend compte de ce que ça coûte en vrai, et donc on se rend compte de, attention, si je suis en train de prétendre optimiser une activité qui me coûtait X,
pour contrepartie de l'IA générative qui aujourd'hui me coûte Y, ce Y, est-ce que c'est le bon ou est-ce qu'il va faire x10 dans 3 ans, une fois que j'aurai supprimé mes capacités humaines, par exemple? Bah, donc vous allez vous dire, je parle beaucoup d'argent, mais c'est pas mon sujet en fait. Mon sujet, c'est juste que c'est le nerf de ce qui fait en fait le modèle de l'ensemble. Et cette absence de raisonnement économique, moi, me fait peur pour ce qui peut être le devenir de nos sociétés. Et donc, il faut arrêter de foncer tête baissée en disant les autres le font, il faut faire pareil. Il faut avancer beaucoup plus vite, mais avec beaucoup de lucidité. Et c'est cet exercice ultra compliqué qu'on s'emploie laborieusement à expliquer depuis tout à l'heure, de garder de la maîtrise tout en n'étant pas non plus fond de fauteuil en disant il se passe rien parce qu'il se passe un truc énorme d'un point de vue technologique et transformation. Donc j'en conclus que sur vos 25 000 ingénieurs, il n'y a pas un plan de licenciement en cours parce que, comme tout le monde le dit à la télévision en ce moment, 1, il ne faut plus faire d'études et 2, de toute façon, l'informatique n'a pas d'avenir. Moi, je fais le pari exactement inverse. Ça fait longtemps qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut faire. Et donc, on continue à recruter. Et c'est terrible, hein, parce que le marché en ce moment de recrutement sur les jeunes informatiques s'est complètement retourné. C'est hallucinant, alors qu'on a des besoins partout. Donc oui, moi, j'en profite, hein, tant mieux. Mais par contre, on a un vrai sujet, vous l'avez évoqué, vous connaissez ça mieux que moi, de comment on va réussir à fabriquer ces compétences de demain qui seront, c'est pas remplacé par l'IA pour moi, il faut arrêter de dire ça, c'est remplacé par des gens qui savent s'en servir. Et ça, c'est un vrai problème. Merci beaucoup. Alors, on en arrive à juste la période, juste avant qu'on prenne vos questions. Est-ce que certains d'entre vous voudraient avoir un mot de la fin? Ou est-ce que tout a été dit? Marc? Oui, bon, merci de cette opportunité. Le mot de la fin que j'aimerais avoir, c'est qu'on parle, c'est le thème de la table ronde, hein, souveraineté et IA. Et derrière la souveraineté, on a vu d'autres sujets qui arrivent rapidement, qui sont effectivement les sujets environnementaux, les sujets des usages transformateurs, effectivement au niveau des personnels. Globalement, toutes ces questions-là, finalement, elles ne sont pas propres à l'IA. C'est des questions qu'on aurait dû se poser, cette table ronde, elle aurait dû avoir lieu, on va dire, en 96, en 97, à ces moments-là où on a commencé à avoir Internet, on a commencé à se développer ça. Et ces questions qu'on ne s'est pas posées à l'époque, ce qui s'est passé, c'est qu'elles se sont accompagnées de réponses toutes faites qui ont construit effectivement des usages, qui ont consolidé certaines puissances économiques, certaines entreprises. Et donc, l'opportunité qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire, prenons le temps, faisons ce petit pas de côté, réfléchissons grâce à cette question sur l'IA à toutes ces questions. Que veut-on en termes d'usage? Quel usage on veut dans le numérique? Quel est l'usage qu'on fait jusqu'ici et qu'on peut remettre en question? Il y a notamment, et ça a été le cas pas loin d'ici, hein, il y a eu des sujets par rapport notamment à des renouvellements de licences Microsoft et ce genre de points. C'est un sujet qui n'est pas anodin et on peut se poser la question, en fin de compte, est-ce qu'on travaille de la manière la plus efficace ou est-ce qu'on nous a dicté une manière de travailler qui ne nous correspond pas forcément? Il y a eu au début, j'ai l'impression, une idée de se dire qu'on allait se substituer à ces suites logicielles, ces suites bureautiques, avec des équivalents qui étaient un peu des fausses copies libres, ou qu'on allait pouvoir déployer de manière souveraine, et qui n'ont pas vraiment pris de la manière dont on aurait pu attendre. La DINUM, donc la direction du numérique, a pris, avec un partenariat avec l'Allemagne, le problème sous un angle différent, notamment avec la suite gouvernementale qui est en train de se mettre en place, qui répond avant tout aux usages et pas à la copie des outils. Et se dire finalement, on a besoin d'avoir un outil pour pouvoir collaborer autour de textes, de documents, d'écrire, de pouvoir avoir un partage entre nous, qui puisse intégrer par exemple l'IA pour faire de la relecture, pour pouvoir collaborer ensemble. On peut avoir des outils pour gérer les données. Hein. Le fait qu'on utilise, pour ne pas le nommer, Excel, que ce soit alors soit directement sur les ordinateurs, soit de manière beaucoup plus critique à travers des solutions comme Microsoft 365, c'est critique en soi. Mais maintenant, au-delà de ça, le fait de travailler en administration par échange de fichiers Excel avec différentes versions, par mail, non chiffré, avec certaines données. En fait, le problème, il est plutôt ici. Et donc, se réfléchir, est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes de gestion de données qui soient souverains by design, c'est-à-dire qu'effectivement, même dans la manière de l'utiliser,
soit respectueux et aille dans le bon sens. Et dans cette optique-là, est-ce qu'on peut réfléchir à comment est-ce qu'on peut intégrer l'IA, comment est-ce qu'elle peut être finalement naturellement intégrée à ces outils, comment est-ce qu'on peut avoir un agent conversationnel qui ne soit pas une copie conforme de ce que peut faire OpenAI ou d'autres acteurs, en se disant peut-être que les usages qui sont prônés par ces entreprises-là, qui sont justement très consommatrices, ne sont pas bons. Notamment, par exemple, on peut se poser la question, alors je ne vais pas y répondre, hein, mais on peut se dire, est-ce que ce serait raisonnable de proposer de la génération d'images, par exemple, à des agents, sachant que l'utilisation n'est pas forcément quelque chose qui va avoir une utilisation, un intérêt relatif à l'impact environnemental que ça a. Donc c'est vrai que ça, c'est des questions qu'on peut se poser et qui sont plus faciles à se poser quand on prend le temps de se dire quels sont les usages qu'on veut construire et quels sont les outils qu'on met en œuvre. Donc ça, c'est effectivement la philosophie dans laquelle on peut être, et je pense que ce sont des bonnes questions, et même si, alors je n'y crois pas, mais ça va disparaître, mais on va dire qu'il y a à peu près raisonnablement des évolutions, peut-être un éclatement de bulles liées à l'IA qui peut arriver, qui peuvent nous amener vers une sorte d'un nouvel hiver de l'IA qui, à mon avis très personnel, sera sûrement très modéré vu quand même la manière dont ça s'est installé. Mais malgré tout ça, si on a réussi, grâce à cette impulsion, à construire tout cet écosystème et à repenser notre rapport au numérique à travers souveraineté, efficacité et respect des utilisateurs, on aura beaucoup avancé. Merci. Est-ce qu'il vous reste des mots brûlants, des points brûlants que vous voulez évoquer ? Je ne sais pas si c'est brûlant, mais d'abord j'appuie. Le takeover pour moi, c'est on ne fera pas de solution européenne en faisant des copies douteuses de solutions US ou autres. Donc il faut le faire en innovant, en faisant autrement. Donc c'est une autre façon de dire ce que dit Marc, que je partage totalement. Et puis le deuxième message, c'est qu'il ne faut pas que tout ça soit juste une réaction de peur à un gouvernement étranger, quel qu'il soit, mais je vous laisse conjecturer. Mais il faut que ce soit vraiment une logique de l'Europe qui se réinstalle comme une puissance technologique. Parce que finalement, si au gré des gouvernements, on change les stratégies, à un moment, on fait du cloud US sans réfléchir, puis on arrête, puis on recommence, on n'arrivera jamais à développer cet écosystème. D'autres points ? Ouais. Oui, moi je pense qu'il faut faire un peu d'hygiène numérique et rééquilibrer notre rapport au numérique. On n'a pas forcément bien digéré les anciennes générations en réingénierie de process. On passe beaucoup de temps sur les écrans. Il y a quand même une catastrophe dans la sphère informationnelle qui est en train de se nouer, que l'IA peut fortement aggraver d'ailleurs, en faisant disparaître la curation humaine. Donc il faut être capable de prendre le meilleur. Je pense qu'il y a un grand potentiel de transformation de beaucoup d'activités, mais ça ne sera jamais l'intégralité des activités. Il faut juste laisser l'IA à sa juste place et faire coopérer l'humain avec la machine. C'est un truisme, mais en fait on le digère mal, et beaucoup de gens, beaucoup d'institutions ont un rapport très déséquilibré au numérique, et je pense que c'est la chose à surmonter. Non, juste de dire que je suis assez d'accord avec. Non, peut-être rajouter, mais c'est aussi sur la. Je pense que pour tout le monde, et particulièrement dans le travail d'enseignement, ça soulève quand même des questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, à l'heure de l'IA, l'enseignement, quand il y a presque une connaissance infinie, complètement externalisée, disponible en permanence? Comment on veut enseigner? Quelles sont les bonnes pratiques pédagogiques? Qu'est-ce qu'on veut transmettre? Comment on évalue des connaissances acquises ou le développement d'étudiants? Donc, je pense que ça soulève tout un tas de nouvelles questions, et effectivement, je pense que c'est mieux d'y répondre par nous-mêmes, et donc d'innover, même si ce n'est pas de la technologie en tant que telle, mais sur la pédagogie, par exemple, je pense que c'est important. Et de ne pas prendre sur mesure des solutions qui sont une école de l'IA de l'Arizona qui enseigne à tout un tas de jeunes, par exemple. Merci. Eh bien, la balle est maintenant dans votre camp. Donc, nous sommes tout oui. Si vous avez des questions pour nos panélistes. Oui, bonjour. Merci beaucoup à tous les 5 pour vos interventions. C'était particulièrement intéressant parce que vous n'avez esquivé aucune question et aucune problématique autour de l'IA. J'aimerais pousser un tout petit peu sur ce qui était présent en filigrane et ce dont parlait aussi la professeure Hudelot tout à l'heure. Aujourd'hui, on a de l'IA, vous en avez parlé, c'est
très majoritairement de l'usage de ChatGPT. Comment est-ce qu'on peut faire? On a entendu pendant 1 jour et demi d'excellentes utilisations de l'IA qui nécessitaient peut-être des outils un petit peu plus spécialisés que des grands modèles de fondation un petit peu fourre-tout, qui font beaucoup de choses, mais pas très bien. Quels sont selon vous les meilleurs leviers qu'on a à notre disposition pour développer des IA qui soient très efficaces, sans nécessiter des dizaines d'hectares, des dizaines de milliers d'hectares de data centers dans le désert états-unien? Question de frugalité, qui la prend? Non, je peux prendre le début. Je pense qu'on a dit, c'est vraiment d'identifier les usages, parce que pour développer les modèles, il y a vraiment une question des usages derrière, donc c'est-à-dire quelle est la tâche à laquelle on veut répondre de façon performante. Et je pense que Céline, ce qui a été présenté est vraiment très très clair de ce point de vue-là. Après, j'insiste aussi sur les usagers, c'est-à-dire que on parle de souveraineté, on parle d'environnement, mais en fait, je suis désolé, je vais le dire comme ça, mais tout le monde s'en fout, quoi. Mais c'est vrai, dans un amphi d'étudiants de 1000 personnes, si la question était l'impact environnemental, tout le monde n'aurait pas un téléphone et un ordinateur en train de faire du chat GPT quand la personne qui parle. Donc, à un moment, il y a vraiment un problème de formation, de savoir qu'est-ce qui est important et de savoir pourquoi vraiment directement il y a un impact. Parce que c'est vrai, tapoter sur le téléphone, on fait ça tout le temps, tout le monde fait ça tout le temps. Donc pourquoi quand c'est une app qui s'appelle ChatGPT, ça coûte plus cher que quand c'est, je sais pas, une autre qui est, je sais pas, l'alarme du téléphone. Et ça, il faut le comprendre. Donc je pense qu'il y a aussi un truc d'éducation, vraiment. C'est vraiment essentiel. Donc il y a les tâches pour développer des modèles spécifiques, c'est ma réponse personnelle, je laisse le micro. Et puis ensuite, il faut éduquer, il faut former, il faut que ce sont des valeurs communes en fait, c'est des biens communs, l'énergie, et donc ça, on doit pas l'utiliser plus que ce qu'on peut. Oui, bonjour pour ces discussions très intéressantes. Je me pose différentes questions. On a parlé des milliards d'investissements. Les experts, alors je ne suis pas expert, j'entends, je lis des choses, mais je ne suis pas tout expert de l'IA et de ses conséquences. Est-ce que la bulle IA sur Nvidia va exploser? Question, je n'ai pas de réponse à ça. Mais plus fondamentalement, dans les années 70, l'humain a été remplacé par les machines, par les robots. Alors d'aujourd'hui, l'humain pourrait être remplacé par de l'IA. Elle est où la corrélation entre la conséquence de l'IA actuellement sur le développement sociétal de nous humains? Et ça, c'est une question qui me trotte dans la tête. Je n'ai pas de réponse, mais je pense qu'elle est assez inquiétante. Et je voulais avoir un peu votre opinion sur la relation entre l'IA et l'humain. Si à la fin, l'IA mange l'humain, quel est l'intérêt? C'est mon point de vue, je ne sais pas s'il est partagé, mais c'est une de mes grandes questions sur l'utilisation de l'IA et de ses conséquences sociétales. J'aurais dû prendre la précédente, Frédéric, qui a été plus facile. Alors, en fait, je me risque à une réponse, mais d'abord, personne n'a de réponse absolue à cette question. Je vais prendre le truc un peu autrement. C'est que si on laisse faire, si on suit les modes, les effets de mode, les massacres écologiques, effectivement, à tout va, sans chercher à optimiser, si on suit les déploiements dans lesquels on dit je ne recrute plus parce que l'IA va remplacer l'humain, etc., on oublie un petit peu ce que c'est, en fait. Ça reste des modèles statistiques. Et donc, j'ai envie de répondre à cette question que c'est à nous de décider, et dans la sphère publique, et dans la sphère entrepreneuriale, et dans la sphère privée, de ce qu'on veut laisser faire à ces modèles et de la société qu'on veut demain. Parce que finalement, moi je ne crois pas du tout au remplacement mécanique, ça va dépasser l'humain, etc. Parce que l'humain c'est plus que de la génération type LLM. En revanche, ce qui est sûr, c'est que si on ne fait pas attention, on va vers un bel abrutissement général, pardonnez-moi du terme, qui a déjà commencé avec le problème de la sphère informationnelle qu'on citait tout à l'heure. Et donc quelque part, il ne faut pas rester passif devant cette question. C'est la responsabilité de tous ceux qui sont aux manettes de quel que soit le centre de décision et de chacun dans sa sphère personnelle,
de travailler sur la place qu'on va lui laisser, parce que sinon ça pourrait être un grand massacre, mais un résultat finalement quelle société on veut demain, quoi. Donc voilà, donc je ne réponds pas vraiment à votre question. Et puis il y a quand même un garde-fou par rapport à la question précédente, de mon point de vue, hein, qui est un garde-fou de la capacité de la planète à suivre dans ses ressources, dans son économie, etc. Et donc, in fine, si on n'a pas en tout cas une grosse phase d'optimisation, ce qu'on nous prédit aujourd'hui n'est pas réaliste, hein. Parce que reprenons les chiffres d'usage d'aujourd'hui et les chiffres projetés. Ça ne tiendrait pas la corde d'une seconde. Donc il faut, voilà. Donc je pense qu'en fait, on est dans un moment dans lequel il faut passer beaucoup de temps à se renseigner, à suivre les évolutions, ça bouge tout le temps, pour décider la société qu'on veut et pas celle qu'on va nous imposer sous prétexte qu'on n'a pas le choix, ce qui est un peu la tendance actuelle. Ici, j'ai moi-même une question qui nous ramène peut-être à un sujet un peu plus proche de la thématique de ces 2 journées. Récemment, on discutait un petit peu de l'apport important de l'IA pour, non pas un moteur de recherche, mais quand même aller rechercher de l'information pertinente pour des chercheurs. Là, ici, je reste dans le domaine de la recherche, en particulier de la recherche académique, hein. J'entendais dire effectivement que les services qui commencent à émerger, ils ne sont pas encore au stade où n'importe qui peut les utiliser. C'est-à-dire, grosso modo, il y a des besoins d'accompagnement qui restent très forts. Et donc, moi, la question que j'aimerais poser, c'est celle qui me semble assez urgente de la formation des chercheurs, c'est-à-dire des gens qui sont dans cette salle, qui sont en poste, qui font de la recherche, qui ont un intérêt très fort à utiliser des outils pour aller chercher des informations pertinentes et pour lesquels les services qu'on leur met à disposition, si je sors effectivement de simplement faire un prompt à ChatGPT, sont en réalité assez compliqués à utiliser. Vous avez tous parlé de formation au niveau scolaire, au niveau des étudiants, mais là, ici, c'est de la formation continue des chercheurs et il me semble qu'il y a une certaine urgence là. Comment vous voyez la manière dont on peut aborder ça? Enfin, je cible un peu Frédéric parce que... Je pense que c'est un sujet qui est assez compliqué. Peut-être je n'ai pas été très clair dans la recherche d'information quand je parlais des étudiants. Ce que je parlais, c'est je comparais la recherche d'information vraiment à une recherche sur Internet. Je ne parlais pas d'utiliser un modèle pour explorer une base de données qui serait un corpus de travaux scientifiques pour faire une bibliographie et donc démarrer des travaux de recherche. Je pense que c'est plutôt ça qui est évoqué ici. Oui, la formation, alors je vais m'inclure dans les chercheurs, mais à la fois on est formé tout le temps puisqu'on lit en permanence, mais de façon assez étroite. C'est-à-dire que souvent on reste sur des domaines. Donc c'est aussi très dur pour les chercheurs de se former puisque on pense qu'on est quand même déjà quand même très bon, quoi. Donc désolé, hein, mais je pense qu'il y a un besoin d'être formé pour bien comprendre quelle peut être l'utilisation optimale. Et il y a une question derrière ça, à mon avis, qui est sur la production scientifique. C'est-à-dire que la production scientifique, en termes qualitatifs, elle est constante depuis 40 ans. C'est-à-dire en termes d'impact. En termes quantitatifs, elle a été multipliée par 5. Et je pense que c'est en train de croître. Aujourd'hui, j'ai vu hier soir, donc il y a une société japonaise qui produit des articles à partir d'une question de recherche. C'est-à-dire ce que Céline a très bien montré, voici notre question de recherche. Non, mais ce n'est pas une blague, hein. Et il y a un article sur 10 qui est publié. Je veux dire, quand même. Hein. Et c'est de l'IA agentique, donc il y a un agent autonome. Il y a la partie étudier la question, faire la biblio. Ensuite, il y a la partie développer du code, donc c'est dans le domaine computer science. Ensuite, il y a la partie aller chercher des jeux de données ouverts. Voilà, il y en a plein. Il y a traiter les jeux de données. Il y a se recontextualiser avec ce qui a été fait dans les autres papiers, se re-challenger sur si l'algorithme peut être amélioré. La partie rédaction du papier scientifique, ça c'est facile. Ensuite, la partie soumission. Avant la soumission, il y a une pré-review qui est faite par l'IA elle-même. OK ? Donc ça veut dire que les commentaires de « Ah ben voilà, ce point-là, il n'a pas été traité parce que dans ce papier, il y avait… » Le truc est retravaillé et le truc est soumis. Je veux dire, c'est ça aujourd'hui. Hein. Et c'est des articles de computer science. C'est-à-dire que je mettrais bien une pièce sur le prochain NeurIPS 2026, qu'il y ait au moins un papier entièrement écrit
par l'IA. Voilà, donc j'irais même plus loin, c'est-à-dire qu'il faut se former, il faut voir qu'est-ce qu'on fait, comment on l'utilise, qu'est-ce qui distingue finalement. Non, mais à quel moment vraiment le travail de chercheur a sa contribution, mais il y a des outils déjà, je pense, qui marchent assez bien sur la partie bibliographie. Et encore une fois, après, c'est à chaque établissement de déployer, c'est-à-dire que c'est compliqué tout ça. C'est-à-dire qu'il faut à la fois aller vite parce qu'il y a des choses qui vont très vite à côté, mais c'est compliqué de déployer sur tout un corpus de données scientifiques. Si je peux juste, je me permets juste de rapporter un complément ou un autre point de vue sur cette question-là. De ce que cette question, effectivement, de la recherche bibliographique, finalement, elle n'est pas propre à la recherche. C'est une question qui est plus large, qu'on a effectivement sur un ensemble de domaines. Effectivement, dans notre propre métier d'inspecteur général, enfin, c'est quelque chose auquel on est confronté souvent, de devoir faire des recherches dans un ensemble de documents, de rapports, des choses assez larges. C'est ce qu'on remarque dans les outils, c'est qu'effectivement, on a du mal à vraiment faire de pré-traitement de données, de l'analyse, de la bonne catégorisation des données. Et l'IA permet de pouvoir justement prendre des données qui sont brutes et nous assister dans cette recherche-là. Et on se retrouve avec parfois soit des interfaces un peu paradoxales, où on peut avoir l'IA qui est utilisée avec une interface pas forcément très agréable à utiliser ou qui demande une formation. J'ai peut-être l'impression qu'on raisonne à l'envers, en fait, et qu'une autre manière de procéder, ça serait de se dire, justement parce qu'il y a l'IA, on est capable de pouvoir analyser, pré-traiter des données, pré-traiter des rapports, des articles, pour arriver à justement trouver les bonnes clés de catégorisation, pour que ça puisse être utilisé dans des outils qui, eux, ne puissent ne pas utiliser l'IA. Et derrière, grâce à l'IA, on peut faire en sorte que ces outils soient plus accessibles à tous. On peut faire en sorte de pouvoir former à ces outils plus largement. Un usage, par exemple, alors c'est pas exactement le même sujet, mais c'est pour dire que un usage qu'on peut voir dans l'administration, par exemple de l'IA, c'est par exemple pour expliquer l'utilisation de logiciels de bureautique dans des cas assez spécifiques, où effectivement certaines personnes peuvent se sentir exclues d'un certain usage, des choses par exemple comme qui font pas peur à la plupart d'entre vous, mais comme les tableaux croisés dynamiques ou ce genre de choses-là, qui en fait peuvent effectivement être des points de blocage parfois quand on a besoin de travailler en commun, et qui sont des questions où là, typiquement, on n'a pas de formation spécifique toujours à disposition sur ce type de sujet technique. Et l'arrivée de l'IA, ça permet effectivement de pouvoir poser ces questions, de pouvoir s'auto-former et de pouvoir s'accompagner. Et on peut imaginer qu'effectivement, dans ces outils, une utilisation frugale et intéressante, ça pourrait être justement d'avoir une assistance qui soit juste sur le moment, sur le type d'utilisation qu'on va faire, de pouvoir dire, ici, qu'est-ce que je peux faire pour être bloqué, comment je peux faire pour répondre à telle question. Quand je la couple avec la question de frugalité, parce qu'en fait, on se rend bien vite compte que finalement, les questions qu'on se pose, elles sont pas si idiotes que ça, c'est souvent les mêmes questions que beaucoup se posent et qu'on peut réfléchir à effectivement des mises en commun et le fait de ne pas régénérer des requêtes quand on a la même question à peu près. Ça aussi, c'est des points qui permettent d'améliorer ces systèmes, d'utiliser l'IA, mais quand même de le faire dans des optiques frugales. Merci. La semaine dernière, la présidence des États-Unis a annoncé le lancement de la mission Genesis, qui vise à une plateforme pour accélérer la recherche scientifique par l'IA. Donc, est-ce que c'est une trompette ou est-ce que c'est une réalité? Et comment très ambitieux, un budget qui n'est pas connu mais qui forcément va être très ambitieux. Alors le coût carbone, forcément, n'est pas évoqué vu que ça n'existe pas. Mais voilà, je voulais savoir un peu comment on se positionne. Alors heureusement, il y a des sujets de recherche sur lesquels on pourra continuer à travailler vu que les États-Unis ne le font pas. Mais voilà, ça questionne quand même un petit peu sur le paysage mondial. Non, mais je vais répondre très vite, mais techniquement, il y a des choses qui se font. Donc, techniquement, accélérer la recherche avec l'IA, c'est possible. Après, voilà, est-ce que c'est
Est-ce que c'est une annonce du président des États-Unis plus qu'un travail de fond? Je peux donner un avis personnel. Mon avis personnel, c'est oui. C'est compliqué quand même de faire des travaux de recherche avec l'IA. Je pense que la question d'Étienne était vraiment sur le début, c'est-à-dire sur la partie bibliographie. Peut-être il y a des usages intéressants pour corriger des inégalités dans la recherche, notamment le fait qu'il y ait une langue de production qui soit principalement l'anglais, que tout le monde ne soit pas native speaker en anglais. Donc ça, mais c'est des usages qui commencent seulement petit à petit. L'exemple que j'ai pris d'une start-up, c'est quelque chose qui est vrai, mais est-ce que ça va inonder des communautés scientifiques où il y a quand même des discussions, des contradictions, des positionnements? Moi, je ne le pense pas. Oui, pour rebondir sur la question d'Étienne et puis aller un petit peu plus loin, il y a deux grands outils aujourd'hui qui sont très utilisés dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, peut-être de moins en moins en France, mais encore très fortement à l'étranger. C'est le Web of Science et c'est Scopus. Aujourd'hui, ces deux grands éditeurs qui sont derrière, donc Clarivate et Elsevier, pour ne pas les nommer, sont en train de développer des modèles d'intelligence artificielle avec toutes les couches que vous avez évoquées, Frédéric. Toutes les couches dont on parle ici, peut-être pas l'écriture complète d'articles, mais tout le reste se retrouve à l'intérieur aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, dans les universités mondiales, ces outils qui sont très utilisés et très présents seront massivement utilisables par les chercheurs. Donc ça veut dire qu'on a, et je vous rejoins tout à fait, un enjeu de formation des chercheurs et de la communauté universitaire à l'usage de ce type d'outils-là, qui est encore plus important qu'aujourd'hui. Je dis encore plus important parce que quand vous regardez aujourd'hui où se trouve Elsevier dans tout le cycle de production des savoirs, on est déjà extrêmement pieds et poings liés avec ces acteurs-là. Mais ça va encore augmenter effectivement avec ce type de choses. Donc, je voulais faire la remarque ici en disant que ça va arriver. Clarivate est en train de préparer le WOS version Research Intelligence qui va sortir bientôt. Elsevier est déjà sur les rails avec un certain nombre d'outils qui sont en train de se développer de manière plus ou moins cachée. Frontiers, évidemment, excellent de me le dire, est également sur la même ligne. Donc demain, massivement, nous allons avoir des outils dans l'enseignement supérieur et de la recherche à disposition des communautés qui s'en saisiront ou s'en saisiront pas. Évidemment, mais moi je fais à peu près le pari que la majorité des chercheurs dans le monde utiliseront ce type d'outils-là. J'avais une question pour vous, parce qu'on entend un peu tout. Et donc, quand on parle de la consommation effectivement des requêtes de type ChatGPT, on entend des chiffres qui sont assez larges, même si on sait que ça consomme plus. Moi, ce que j'entends, c'est 40 fois plus ou entre 10 et 100 fois plus une requête de type ChatGPT par rapport à une requête de type Google classique. Est-ce que c'est de l'ordre du fantasme ou est-ce que c'est où est la réalité? Parce que pour rebondir sur ce que disait Olivier Bitton, plus effectivement le delta va être important, plus on va devoir être intelligent dans le type d'outil qu'on veut utiliser et donc pas utiliser un marteau pour écraser une mouche. Donc en l'occurrence, pas utiliser ChatGPT toute dernière version pour faire des recherches hyper basiques qui peuvent utiliser des outils beaucoup plus frugaux. Alors, j'ai le chiffre en tête, mais l'impact sur toute la chaîne, c'est des questions de recherche, l'impact environnemental sur toute la chaîne. Mais pour les chiffres, les choses à retenir, c'est sur un prompt de 400 tokens, pour une requête Google, c'est 0,2 grammes. Donc, ça fait 0,2 water, donc en équivalent, c'est 0,2 grammes CO2. Et pour une requête LLM sur un modèle à 35 milliards de paramètres, donc ce n'est pas un énorme modèle, pour 400 tokens, c'est 2 grammes de CO2. Donc il y a un facteur 10. Maintenant, si on passe sur des modèles à 400 milliards, là, ça va exploser. On peut arriver très facilement à 55, 60. Et donc là, entre 60 et 0,2, je crois qu'il y a un facteur, peut-être, je ne sais pas, beaucoup, quoi. Hein, c'est peut-être 3000, mais 300. Voilà, et pour Elsevier, je suis évidemment d'accord. C'est assez discipline dépendant, c'est-à-dire qu'il y a des communautés qui sont allées beaucoup vers des créations de conférences sans support de grosses multinationales, de gros acteurs de multinationales. Elsevier, il faut savoir qu'il y a un gros salon Big Data et IA qui a lieu à Paris chaque année, c'est Relix, qui est la maison mère d'Elsevier. C'est la même chose pour le World AI à Cannes. Donc, il y a aussi plein d'autres choses.
Effectivement, c'est un sujet, c'est à la fois des outils qui peuvent être utiles. Hein. Je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que la bibliographie, ça augmente les productions scientifiques. Pour un jeune chercheur, c'est quand même très très dur de faire un état de l'art quand on n'est pas bien établi dans un domaine de recherche. Et je pense qu'il c'est des réponses dont les communautés de recherche doivent s'en emparer. Alors, je vais rebondir sur cette information. Pas plus tard qu'hier, les chercheurs CNRS ont reçu un message du CNRS indiquant que dans la base de données BIB, CNRS, Web of Science disparaissait au 1er janvier. Et là, moi, j'utilise Web of Science. Alors, il y a le côté bibliométrique que le CNRS ne veut plus voir pour faire les évaluations, mais il y a énormément de choses à l'intérieur qui sont utilisées et que j'utilise, moi ou d'autres. Et là, au 1er janvier, le CNRS interdira l'accès à Web of Science et Journal of Citation, mais ça c'est moins important, mais Web of Science, je trouve ça scandaleux. En tant que chercheur CNRS, je ne comprends pas cette démarche. Du coup, bonjour, c'est une question pour Monsieur Vedel. Est-ce que vous voyez l'ouverture des données et des codes qui nous est, je suis ici, qui nous est cher dans le monde académique? Est-ce que vous voyez ça comme un levier pour la souveraineté numérique ou comme un risque? Non, je pense que dans la souveraineté numérique, il y a une part liée, je ne l'ai pas mentionné parce que ce n'était pas dans le débat, mais sur les communs. Le service public se nourrit aussi de communs. Je ne pense pas que le logiciel libre ou le monde des communs peut saturer tout l'espace numérique ou répondre à tous les besoins, y compris de l'administration. En revanche, je pense qu'il a toute sa place. Et la keynote qu'on a eue, pour moi, ce sont des communs absolument nécessaires à notre époque sur les modèles d'IA. Et en plus, on voit que ce sont des modèles qui sont orientés sur des questions scientifiques extrêmement intéressants, à la fois objet d'études et ensuite dont des entreprises, d'autres juridictions peuvent se saisir pour les transformer, les reprendre, actualiser, peu importe. Donc non, moi je pense qu'il y a ça fait partie des choses, et c'est d'ailleurs dans les politiques publiques. Nous-mêmes, nous sommes producteurs en tant que service public dans l'État. Je dis nous quand je suis toujours membre du service public au Conseil d'État, et donc la directive Inspire, par exemple, ce sont des infrastructures informationnelles qui ont l'air de rien, mais une base adresse. On s'est rendu compte quand il y avait, d'ailleurs. Toutes les communes de France, désormais, il ne faut plus qu'il n'y en ait qu'une seule parce que les logiciels se trompaient très souvent. Donc il y avait de la polysémie, etc. Donc on a arrêté ça. Quand on a confronté la base adresse nationale avec les usages numériques, on s'est rendu compte que dans 13% des cas, les logiciels ne trouvaient jamais la bonne adresse. Donc ça, c'est une chose très concrète. Et donc, ça fait partie des communs numériques de base, mais il y a des communs beaucoup plus sophistiqués qui vont jusqu'au code source, et ça fait partie de la transparence. Et d'ailleurs, il y a une loi, que la chambre à laquelle j'appartiens, le Conseil d'État, fait appliquer, la loi de 2016 pour une république numérique. Il y a des obligations de publication de code source, et ça fait partie de l'accès aux données publiques. Et puis peut-être, si vous permettez, une petite remarque, mais totalement différente. On a beaucoup parlé de souveraineté, pas du tout du terme résilience. Et la semaine dernière, on a vu que la moitié de l'Internet était à terre à cause de Cloudflare. Et donc, de fait, la façon de penser l'infrastructure va bien au-delà des couches matérielles. On en parle quand même parce que malgré tout, il y a un règlement, une directive, je ne sais jamais, européenne qui est passée, qui s'appelle NIS 2, donc la cybersécurité. Et en France, très concrètement, on va multiplier par quasiment 100 le nombre d'organismes qui sont sujets à des obligations extrêmement lourdes de cybersécurité. Ça, c'est de la résilience par rapport à la sphère numérique. Donc, ça va de la protection des centres de données jusqu'à des règles d'hygiène numérique dans l'échange des informations. Donc, et croyez-moi, c'est une directive qui est assez lourde et coûteuse à appliquer pour les organisations qui en sont les sujettes. J'imagine que c'est le cas de Saclay. Donc oui, il y a aussi des politiques publiques dans ce domaine. Et juste pour compléter, je pense que c'est le mot qu'on utilise le plus en moyenne par semaine. Et il y a une autre, d'ailleurs, régulation qui est européenne, qui est DORA, qui va dans le même sens, en fait. Donc on ne l'a pas évoqué parce que en fait, c'est un sujet qui est tellement multiforme qu'on peut y passer 3 heures. Hein. Mais très clairement, il ne peut pas y avoir de souveraineté au sens on maîtrise nous-mêmes nos capacités technologiques si on ne sait pas garantir une forme de résilience. Et le paradoxe, quelque part, c'est que ces plus petites structures par rapport aux monstres qu'on évoquait tout à l'heure
peuvent parfois être plus résilientes au sens où elles ne sont pas dépendantes du même écosystème très consanguin quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Et cet incident et 2-3 autres ces derniers mois, c'était assez emblématique.